Bonjour, bonsoir à tous, ici le Wild pour... je sais, nouveau micro aussi, d'ailleurs. Bref, bienvenue à tous pour un nouveau Paléo Landscape. Et aujourd'hui, j'ai pas de formation. Ah bah super, ça se dessine un nouveau modèle, mais c'est pas fichu de se trouver une formation pour la vidéo. Oh ouais, commence pas toi. En fait, je voulais parler des chameaux nord-américains, notamment Titanotilopus. Mais j'avais pas trouvé de formation simple pour en parler. J'en avais bien deux, mais je les réserve pour autre chose. Et au final, je suis parti sur un autre animal qui y ressemble beaucoup, et lui aussi sans formation précise. Cependant, il va me permettre de parler d'un phénomène clé pour l'histoire de la vie. Commençons donc sans plus attendre. Nous voici au Cénozoïque, troisième ère de l'éon de la vie et souvent surnommé l'âge des mammifères, puisque ce sont eux qui y occupent la plupart des niches écologiques. En l'occurrence, on va remonter jusqu'au Pliocène et nous diriger vers l'Amérique du Sud, à la découverte d'un animal que vous connaissez sûrement. Macrokenia patagonica est une espèce de mammifère de la famille des Leptothernes, découvert par nul autre que Charles Darwin et nommé par Richard Owen en 1838. Le Grand D, en voyage sur le Beagle, a découvert ses restes en Amérique du Sud, plus précisément en Patagonie comme son nom d'espèce l'indique. Son nom de genre, quant à lui, est composé de macro, qui signifie grand, et Okenia, signifiant long cou. A la base, Okenia était un genre proposé pour le lama, mais il a été invalidé, donc techniquement on pourrait traduire le nom Macrokenia par grand lama de Patagonie. Ce qui est partiellement vrai, mais globalement faux. Contrairement aux apparences, le Macrokenia n'est pas un camélidé. La famille des lamas et chameaux. Il est en revanche le plus grand représentant de l'ordre des Leptopternes, un groupe de mammifères assez peu connu. Et pour cause, il a complètement disparu avec lui quand il s'est éteint. Et un truc un peu gênant, c'est qu'ils sont apparentés à aucun grand groupe d'animaux actuels. Enfin si, le plus proche qu'on puisse faire c'est de les inclure au sein des pampérissodactyles, clade qui aujourd'hui ne comprend que les périssodactyles purs. Donc on peut dire que les cousins vivants les plus proches sont... les chevaux, les rhinocéros et les tapirs. Et vous verrez que ça aura son importance plus tard. Niveau morphologie, il mesurait jusqu'à 1m80 au garrot et pouvait atteindre les 2m30 s'il levait la tête. Niveau poids, les plus gros spécimens pouvaient pousser jusqu'à la tonne, et la moyenne devait se situer autour de 800 kg, ce qui en fait un beau bébé mine de rien. De loin, il ressemble à un dromadaire ou un lama, ce qui a bien sûr inspiré son nom. Mais si on regarde de plus près, on peut constater quelques différences. Déjà les pieds. Aujourd'hui, les ongulés se distinguent en deux familles basées sur leur nombre de doigts. Les artiodactyles, au nombre de doigts pairs et qui comprend la majorité d'entre eux, y compris les camélidés, et de l'autre les périssodactyles avec un nombre impair de doigts. Étant proche de ces derniers, Macrokenia en possédait 3, sans sabots, et bien séparés aux 4 pattes, comme le tapir. Longue patte d'ailleurs, assez similaire à celle des chevaux ou des dromadaires, et donc bien adaptée pour la course. Une étude récente tend à démontrer que c'était un bon coureur qui préférait la fuite en cas d'attaque de prédateurs. Ah ouais, faut pas croire, hein. Ils font un peu épais comme ça, les camélidés modernes, mais ils peuvent sprinter jusqu'à 60 km/h et peuvent s'avérer assez endurants. Donc malgré son poids et sa taille, Macrokenia devait être un excellent coureur, même si comme tout herbivore, il savait forcément se défendre. Et je peux vous dire que se prendre un bon coup de pied de ces trucs, ça doit pas faire du bien. Et dernière particularité, son crâne. Bonté divine, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait, vous savez, un crâne de cheval ou de cerf, mais genre carnivore. Et pourtant, les dents ne trompent pas. Des incisives suivies de molaires aplaties indiquent clairement un régime herbivore, composé majoritairement d'herbes et de plantes basses, même s'il pouvait utiliser son long cou pour atteindre des végétaux placés plus haut. Mais le truc qui a beaucoup fait parler de lui, c'est son nez. Le trou des narines du Macrokenia est situé très haut sur le crâne, au-dessus des yeux, ce qui change beaucoup du placement habituel en bout de crâne. En général, les animaux qui ont ça possèdent une structure spéciale au niveau du museau. Et comme l'un des cousins les plus proches du Macrokenia c'était le tapir, avec lui aussi des narines remontées, on a longtemps proposé que le Macrokenia possédait une trompe. Celle-ci aurait pu lui servir à mieux récolter les végétaux ou sentir les phéromones mâles ou femelles proches. Sauf que depuis, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, notamment au niveau de l'implantation musculaire.
Aujourd'hui, on privilégie une lèvre préhensile doublée de grosses narines similaires à l'élan et surtout à l'antilope saiga. Chez elle, ce nez sert de frontière entre le milieu extérieur, pour l'air et ce qu'il transporte. L'été, les canaux nasaux empêchent la poussière de rentrer et permettent de rafraîchir l'animal. L'hiver, il permet de réchauffer l'air sec et glacial avant qu'il n'entre dans l'organisme. Et enfin, il lui sert à communiquer en faisant des gros bruits rauques, notamment pour les mâles en période de reproduction. Macrochémia vivant dans des conditions similaires, il est fort probable qu'il possède une structure proche et qu'il utilisait de la même manière que la saiga. Macrochémia habitait en Patagonie, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la partie sud de l'Argentine. Mais des restes ont été retrouvés aussi au Chili, en Uruguay et Paraguay, en Bolivie et même au sud du Pérou et du Brésil. Il affectionnait les steppes et les savanes où il devait vivre en grands troupeaux. Ok, maintenant le truc intéressant avec cet animal, c'est sa longévité. Pas dans une vie, mais évolutivement. L'espèce Macrochémia patagonica est connue de manière sûre du Pliocène à la fin du Pléistocène, voire même début de l'Holocène, ce qui est déjà pas mal. Cependant, certains restes lui étant attribués pourraient dater aussi loin que le Miocène moyen. Et pour le bien de cette vidéo, je vais les prendre en compte, même si c'est pas sûr. Ça aurait pu être un ancêtre, comme Pro-Macrochémia par exemple. On appréciera la créativité sur le nom. C'est donc d'environ 7 millions d'années à 11 000 ans que cet animal a vécu. Et je peux vous dire qu'en 7 millions d'années, il s'en est passé des choses, surtout en Amérique. Et on va détailler tout ça. A l'origine, son habitat était chaud et sec, similaire à une savane comme on en trouve ailleurs dans le monde. Il y a cependant un détail important, c'est que pendant des millions d'années, depuis le Crétacé en fait, l'Amérique du Sud est séparée des autres continents et fait son bout de chemin, isolé de tous depuis. Et donc, une faune et une flore uniques et étranges s'est mise en place. Macrochémia en fait partie, évidemment, au même titre qu'un de ses grands copains, Toxodon. Cette espèce de truc, on va pas se mentir, ressemble à un hippopotame et fait partie de la famille des notongulés, une famille proche des leptopternes, donc des périssodactyles encore une fois. Et comme Macrochémia, lui aussi va vivre jusqu'au Pléistocène terminal en Amérique du Sud, où le duo va constituer la base de la faune herbivore. A leur côté, les xénartres commencent à occuper un peu plus de place. J'avais vaguement parlé d'eux à Pisco en évoquant le Thalassocnus, le paresseux marin, mais sachez que les paresseux sont beaucoup plus diversifiés que ça, et c'est des dizaines d'espèces qui peuplent l'Amérique du Sud, la plus impressionnante étant Megatherium, qui apparaîtra un peu plus tard au début du Pliocène. Et il n'y a pas que les paresseux, les tatous aussi prennent en taille avec les glyptodons. Ces tanks vivants pouvaient dans certains cas atteindre la taille d'une voiture, et étaient bien protégés grâce à leur immense carapace. Alors le plus connu c'est Dedicurus, qui date du Pléistocène encore une fois, mais les premiers glyptodons devaient tout de même être impressionnants. Mais comme vous le savez, qui dit grande proie dit grand prédateur, et Macrochémia était la proie d'exception de beaucoup d'animaux. Alors étonnamment, pas de mammifères. L'un des plus grands prédateurs mammifères c'était Thylacosmilus, qui faisait la taille d'un loup. Malgré son apparence, il n'est pas apparenté aux félins à dents de sabre, mais aux marsupiaux, comme les opossums ou les kangourous. De loin, ok, mais quand même. Il avait une poche et des dents de sabre, qu'il devait utiliser pour chasser d'ailleurs. Enfin, on croit. Cet animal est extrêmement mystérieux encore, on connaît pas grand chose. Non, la vraie menace pour notre leptopterne n'avait pas des poils, mais des plumes. Et oui, les maîtres du continent étaient des oiseaux. Alors vous penserez sûrement à Argentavis par exemple, deuxième plus grand oiseau volant connu, mais en fait ses plus proches parents à lui, c'est les condors. Et donc il est fort probable que, comme les autres vautours, ce titan des airs ne soit que charognard. Non, le vrai problème là-bas, c'était les Phorusracidés, plus connus sous le nom d'oiseaux terreurs. Grands oiseaux incapables de voler, c'était en revanche des prédateurs de poursuite, qui lacéraient leur proie avec leurs serres et leur bec extrêmement crochus. Les deux plus connus sont Phorusrhacos et Kelenken, qui ont peut-être pu goûter du Macrochémia. Et voilà, ça c'est l'état de la faune sud-américaine au Miocène et au Pliocène. Un monde peuplé de créatures étranges mais familières, habité de grands herbivores peu communs aujourd'hui et dominé par des oiseaux. Sauf que tout ça est sur le point de changer. J'avais envie de profiter de Macrochémia pour vous parler d'un événement évolutif majeur. Alors, pas autant qu'une extinction ou les sorties des eaux, mais quand même. Un truc qui a profondément marqué l'Amérique et qui a défini la faune et la flore qu'on lui connaît aujourd'hui. Il s'agit du grand échange interaméricain, commençant aux alentours de 2,5 millions d'années, donc courant Pliocène.
Il s'agit d'un événement biologique, principalement faunistique, de mélange et de migration entre les faunes nord- et sud-américaines. Alors les plantes l'ont subi aussi, mais sur un temps bien plus long évidemment. Pour contexte, l'Amérique du Nord, qui a déjà pu échanger avec l'Eurasie par le passé, va s'en éloigner un peu pour se rapprocher de l'Amérique du Sud. Se crée alors un isthme qui deviendra le Panama et l'Amérique centrale, quand ils entreront en collision avec l'Amérique du Sud aux alentours de 2,8 millions d'années. Et celle-ci va faire office de passerelle que les animaux vont emprunter durant la suite du Pliocène et du Pléistocène. Du nord, ce sont les mammifères ongulés et carnivores qui vont descendre par l'isthme de Panama. C'est à ce moment-là que les chevaux, les éléphants, les tapirs, les camélidés, les félins et bien d'autres vont s'implanter en Amérique du Sud. De son côté, le Sud va envoyer les xénartres, des marsupiaux, des rongeurs, des nautongulés et même les oiseaux terreurs vers le nord. Tout ça c'est super, sauf que je sais pas si vous aviez remarqué, aujourd'hui, on retrouve presque aucun de ces groupes d'Amérique du Sud en Amérique du Nord. Seuls les opossums et les tatous semblent y subsister. Et à l'inverse, on retrouve pas mal de groupes venus du Nord en Amérique du Sud. Notamment les félins par exemple, avec le jaguar. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme ce sont deux communautés complètes qui se rencontrent, fatalement de la compétition s'est mise en place. Et s'il y a compétition dans la nature, ça ne peut finir que de deux manières. La séparation ou l'extinction. En fait, des animaux occupant la même niche écologique se sont mis à partager le même territoire et se disputent les mêmes ressources. Et l'un étant plus adapté ou meilleur que l'autre, ce dernier finira par s'éteindre. Et bien souvent, cela joue au désavantage pour l'Amérique du Sud. C'est notamment le cas avec les félins, qui ont non seulement remplacé le Thylacosmilus pour les petits carnivores, mais surtout les oiseaux terreurs dont les seuls survivants étaient de plus petite taille. Sauf Titanis, mais lui a une histoire différente. Parfois ils arrivent à tenir, notamment chez les xénartres. Les tatous géants se sont maintenus tout du long et les paresseux ont non seulement tenu tête face aux éléphants, leurs principaux adversaires, mais ont en plus pu migrer vers le nord pour s'y implanter dans des niches vides. Ce n'étaient que des exemples, et le grand échange interaméricain reste un événement majeur de l'histoire du Cénozoïque qui va drastiquement changer la faune et la flore du continent. Et ce, juste avant les grandes glaciations, pour finalement donner celles qu'on connaît aujourd'hui. Dans tout ce bazar, Macrokenia et son pote Toxodon n'ont pas été tellement touchés, car ils vivaient dans la partie la plus reculée du continent, en Patagonie. Donc pour Macrokenia, pour l'instant tout va bien. Mais s'il a tenu, son environnement a par contre bien changé. Déjà, il y a plus de glace et il fait plus frais et encore plus sec à cause des glaciations du Pléistocène. Mais surtout, de nouveaux venus se sont implantés dans le coin. Aux côtés des paresseux géants, des éléphants comme Notiomastodon pèsent en petits troupeaux. De nouveaux tatous, comme des dicurus, arpentent les plaines et les steppes au milieu de troupeaux de chevaux et de guanacos, le cousin sauvage du lama. Des ours, comme l'ours à lunettes ou le gigantesque Arctotherium, plus gros ours de l'histoire, mangeaient des baies et pêchaient du poisson dans la rivière pas loin. Enfin, des canidés se disputent une carcasse de cerf avec des condors des Andes qui tournent autour. Non, franchement, ça va. Du remplacement, mais ça va. En plus, les oiseaux terreurs ont disparu, donc il n'y a plus de prédateur principal. Ouais, sauf qu'il y en a un nouveau. Et oui, les félins ont atteint la région, et si déjà le puma est un animal inquiétant pour un Macrokenia, ce n'est rien face au nouveau boss de l'endroit, le tigre à dents de sabre. Et ouais, on a retrouvé de nombreuses preuves qui tentent à indiquer que Macrokenia était une proie de prédilection pour la plus grande espèce de tigre à dents de sabre, Smilodon populator. Cette montagne de muscles chassant en groupe était plus que capable d'isoler et tuer un Macrokenia adulte en plantant ses célèbres canines dans sa nuque. Après, malgré sa masse musculaire impressionnante, un Macrokenia reste tout de même très grand et très rapide, et ça restait un vrai défi d'en tuer un, d'autant plus en troupeau. Malheureusement, à la fin du Pléistocène, il y a un nouveau prédateur qui va arriver dans la région, et lui va causer nettement plus de problèmes. Vers 11 000 ans, Macrokenia s'est éteint avec une grosse partie de la mégafaune, terminant au passage la lignée des Leptopternes. Et les causes sont vraisemblablement les mêmes que pour le Mégaloceros dont j'ai déjà parlé. Un changement climatique relativement brutal et l'apparition d'un nouveau prédateur. D'abord, la fin de la dernière glaciation a amené des pluies qui ont fait progresser les milieux boisés et les plantes ligneuses au détriment des prairies. Ce qui change du régime à base d'herbes qu'il avait jusque-là. Mais le gros coup de grâce a été l'arrivée de l'homme en Patagonie quelques milliers d'années plus tôt. Et comme partout ailleurs, ces techniques de chasse ont participé à l'extinction du dernier des Leptopternes,
même s'il continue de vivre à travers nos créations. Niveau paléomédia, Macrauchenia est le plus célèbre des leptopternes et un grand classique des animaux préhistoriques et glaciaires. Il est apparu à de nombreuses reprises dans plein de médias différents, dont certains sont aujourd'hui très célèbres. Le problème, c'est que tous, sauf un, s'alignent sur la vision de l'époque, avec sa trompe sur le nez. Pour l'instant, j'ai 20 itérations de l'animal, et c'est parti pour en parler. Le premier répertorié est dans la BD Turok, Son of Stone de 1954. Oui, le jeu est basé sur une BD, sachez-le, et sachez également qu'il y a un spin-off dedans, potentiellement le premier d'ailleurs. Sauf que j'ai pas d'image, donc je peux pas en dire grand chose. Du coup, on va se rabattre sur la deuxième, celle qui va réellement le rendre célèbre, sur la Terre des monstres disparus. Walking with Beast nous le présente dans l'épisode 5 qui porte sur les conséquences de l'échange interaméricain. Et c'est ici qu'il acquiert les caractéristiques qui l'ont rendu célèbre à l'époque. Des longues pattes fines, sans sabots, une apparence assez svelte et avec une longue trompe sur le nez. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on voit souvent Macrauchenia comme une antilope à trompe. Et si c'est pas totalement faux, la morphologie de l'animal ne colle pas du tout à ça. Macrauchenia devait vivre et ressembler à un chameau plutôt qu'une antilope. Mais mis à part ça, pour l'époque, c'est un bon Macrauchenia. Et tant mieux, puisqu'il va diriger la vision de l'animal pendant les 20 ans qui vont suivre, et encore aujourd'hui. Y compris la vision de victime d'ailleurs, juste bon à se faire chasser par Smilodon ou Furus Rhacos. Pour le reste des années 2000 et 2010, tout le monde va se baser sur Walking with Beast et en faire une antilope à trompe, y compris pour sa seule apparition dans la saga Jurassic, à savoir Jurassic Park Builder, où je le trouve très bien. Ça va au point où on copie-colle parfois le Macrauchenia de Sur la Terre des monstres disparus pour le mettre dans son média. Alors c'est surtout le cas pour les livres éducatifs, mais ça peut revenir comme dans The Tycoon par exemple. Et c'est loin d'être fini cette histoire, car encore aujourd'hui, le Macrauchenia a trompé partout, comme dans le film Les Bouches-Trous par exemple. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Écoute, je sais plus mec, j'ai trouvé ça existe, mais voilà. Il y a un Macrauchenia avec une trompe en 2021. Mais une jolie crinière par contre, c'est pas mal. Il y en a aussi dans Elia et sa tribu, ou Dinosaur Park Prime Valzo, qui ont au moins la délicatesse de changer les couleurs. Mais bon, tout le monde s'accorde à dire que pour Macrauchenia, c'est une antilope à trompe. Sauf un. Si ce n'est pas dans Walking with Beast, c'est dans la série L'Âge de Glace que les gens découvrent l'existence de Macrauchenia. Sans déconner, sur les 20 itérations, les projets L'Âge de Glace constituent plus de la moitié. Même plus, encore si j'enlève les annexes. Et surprenamment, lui n'a pas repris la forme d'antilope du tout, mais est complètement différent. Il est beaucoup plus trapu, à l'exception du cou qui reste assez fin. On retrouve 3 doigts avec des ongles, disposés comme les pieds d'un rhinocéros, ce qui est un parti pris. Et bien sûr, on a la trompe qu'on connaît bien maintenant. En fait, mis à part sa morphologie qui diffère beaucoup de tous les autres, ce qui veut pas dire qu'elle est mieux, eh ben j'ai pas grand chose à dire. Mais je devais l'évoquer, ne serait-ce que pour son aspect iconique. Mais alors, est-ce qu'il existe un paléomédia qui a un bon Macrauchenia un plus moderne, au moins un qui a pas de trompe s'il vous plaît? Eh bien si j'avais fait la vidéo l'année dernière, j'aurais répondu que non. Mais depuis novembre dernier, on en a eu un. Ah ouais? Qui ça? Qui d'autre? Préhistorique Planet. Pour sa saison 3, Préhistorique Planet a décidé de se concentrer sur le Pléistocène. Et dans plusieurs épisodes, on peut apercevoir des Macrauchenia. Mais là où on les voit le mieux, c'est dans l'épisode 1. Et j'ai beau abondamment critiquer Préhistorique Planet et aimer ça, je dois reconnaître un bon design quand j'en vois un, et c'est le cas ici. Déjà, on a enfin une bonne morphologie, similaire à un lama ou un chameau, assez trapu, mais tout de même adapté à la course. Ils ont pas mal de poils, ce qui colle avec un environnement froid et sec de Patagonie pléistocène. Même si les Macrauchenia d'avant pouvaient avoir un poil plus ras, vu qu'il faisait plus chaud. Mais le meilleur, c'est bien évidemment le nez, qui lâche enfin la trompe au profit d'une structure épaisse et gonflable, ce qui n'est surprenamment pas n'importe quoi. Bien joué, Préhistorique Planet. Et on retrouve l'idée de l'antilope Saiga et de son nez multifonction, auquel s'ajoute l'aspect sonore pour amplifier les cris de l'animal. Ah ouais, ça par contre je m'y attendais pas. Autant les grognements qu'ils ont fait, j'ai aucun problème, autant les gazouillis, je suis pas sûr. Mais bon, il y a un truc qui a pas changé, c'est le fait que Macrauchenia se fait chasser par Smilodon dès que possible. Sérieux, le moment où on le voit le mieux, c'est pour se faire chasser et reblotte dans l'épisode suivant. Mais bon, pour ce qu'on a eu, c'est déjà bien. Et c'est justement sur la base de Préhistorique Planet Ice Age que j'ai fait mon Macrauchenia.
Un corps solide, 4 pattes, aux 3 doigts sans sabots et un nez épais similaire à la saïga. Pareil pour les couleurs, que je trouve magnifiques dans le documentaire, avec un brun roux et des accents gris, noirs et crème. Mais je n'oublie pas les racines et j'ai également 2 skins basés sur celui de Walking with Beast et le dernier tiré des guanacos, l'ancêtre sauvage du lama. Comment est la boucle, Raymond ? Elle est bouclée. C'est donc là tout ce que j'avais à dire sur un animal classique mais étrange, le Macrauchenia, et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous conseille de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à mettre un commentaire, ça ferait plaisir. La prochaine fois, j'aimerais vous parler d'un gros projet sur lequel je travaille depuis longtemps. Alors pour ne pas rater ça, cliquez sur la cloche. Ouais, c'est toujours aussi bizarre de le dire. Bref, d'ici là, portez-vous bien, et surtout, restez sauvages.